Et puis, le troisième volet que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'importance de notre culture française, parce que d'autres candidats à la présidentielle n'en font pas un motif de fierté, alors que nous avons un patrimoine magnifique, nous avons une histoire, nous avons un patrimoine à valoriser. Et nous, dans le Médoc, je crois que c'est la marque de fabrique de notre équipe. On veut désensabler l'histoire du Médoc parce qu'on a une histoire formidable. Vous savez que je viens de Grey-en-l'Hôpital, donc le nord de territoire, que nous avons une chapelle qui est l'étape millénaire vers le chemin de Saint-Jacques, et de nombreux villageois l'ignoraient totalement. Et petit à petit, au fil des ans, on a mis en valeur cette histoire, et désormais au travers de cette chapelle. Mais on a découvert qu'il y a plein d'églises et d'autres éléments patrimoniaux qui sont marqués par cette belle histoire, c'est-à-dire que le Médoc était déjà un territoire attractif et une terre de passage, une terre de développement. Et mon ambition, c'est justement de faire en sorte que ça redevienne. Que cela redevienne par la culture, que cela redevienne par l'économie et aussi par une attractivité qu'il aurait perdue. Voilà, je voulais aussi vous dire que lorsque je fais du porte-à-porte, eh bien, encore aujourd'hui, mais de moins en moins, à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, du fait des nombreuses affaires, les personnes s'interrogent. Elles s'interrogent en disant « Est-ce que je vais aller voter ?» Alors j'aimerais rappeler qu'il y a des millions de gens dans le monde qui sont prêts à mourir pour obtenir le droit de vote. Donc oui, il faut aller voter. Ça, c'est la première réponse. Quoi qu'il arrive, c'est un droit qu'on a obtenu chèrement, qui mérite donc d'être honoré. Il faut aller voter. Et dans un deuxième temps, mes interlocuteurs s'interrogent. Quoi faire? Ils ne savent plus quoi penser. Eh bien, moi, je n'ai qu'une seule réponse, c'est le programme, le programme, le programme. À l'instant, je vous le disais, à quel point le programme de la droite et le centre nous apporteront immédiatement des bénéfices sur notre territoire, mais aussi au niveau de l'ensemble de la France et au regard de la place de la France dans le monde. Donc tout le monde y trouvera son compte si l'on vote pour le programme de la droite et du centre. Je vais laisser la parole, comme il est de coutume, à mon suppléant, Christian Vella, qui est élu du Pion et qui est donc ici en voisin de ma cour. Merci Florence. Merci, bonsoir à tous. Florence vous a clairement expliqué que nous n'avions qu'un programme à soutenir, qu'un candidat à soutenir, François Fillon, et qu'il nous faudra motiver les gens et que l'on puisse voter massivement dès le premier tour François Fillon. Je vais être bref dans mes propos. La députée sortante, il faut qu'elle assume. En politique, il faut toujours assumer ses actes. Elle a soutenu François Hollande. Elle s'est fait élire en disant qu'elle était le soutien. Elle a voté toutes les lois de notre président sortant qui n'a pas eu le courage de se représenter tellement son bilan était, je dirais, catastrophique. Elle est disqualifiée. Disqualifiée parce qu'elle a menti aux électeurs une première fois. Après 5 ans où elle nous avait promis juré de faire qu'un mandat unique. Mais en cours de route, a-t-elle anticipé, je dirais, la gestion du quinquennat de François Hollande, et elle a préféré se présenter en tant que conseillère départementale pour pouvoir assurer ses arrières. Alors je dirais, vaut mieux qu'elle assure ses arrières, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qu'elle peut se mettre en avant, c'est, je dirais, des réalisations qui ont été faites dans le cadre du conseil départemental, ou, je dirais, d'hypothétiques projets à l'horizon 2025. Quand on lit la presse sur des projets routiers, des projets ferroviaires, où on nous parle de l'horizon 2025. 2025, comme je dis, on ne saura même pas si le conseil départemental sera toujours là. On fait des réunions à la va-vite 2 mois avant les élections législatives pour que l'on puisse faire parler de soi dans la presse, en oubliant un certain nombre de choses. C'est que des sujets comme ceci ne se traitent pas 2 mois avant, ça se traite dans la concertation. Il y a effectivement une importance à se pencher sur les problèmes des transports, il y a une importance à se pencher sur le problème de l'emploi, il y a une importance à se pencher sur le problème de la sécurité, mais tout ceci ne peut se faire que quand on a un député à temps plein.
parce que la tâche est immense. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir un député qui puisse résoudre les problèmes des Médocains quand on est à la fois conseillère départementale, président de l'Office du tourisme, enfin du syndicat du tourisme, et de je ne sais combien d'autres structures. Donc, deux mandats de 5 ans, avec le bilan qu'elle doit aussi mettre au niveau politique, avec le président sortant, je crois que ça suffit. Il nous faut un véritable député qui fait de la politique autrement, qui incarne le renouveau en politique. Florence a ses qualités d'écoute, de persévérance. C'est quelqu'un qui a travaillé au plus haut niveau avec Philippe Séguin, Jacques Chirac, Alain Juppé. C'est quelqu'un qui sait porter les dossiers, qui a l'habitude de porter les dossiers dans ses compétences professionnelles. C'est quelqu'un qui pratique la politique autrement, en revenant à la base, aux fondamentaux, en revenant vers les gens, en faisant du porte-à-porte, en écoutant. Et comme je dis, c'est quelqu'un qui fait la politique avec ses tripes, avec son cœur, qui écoute tout le monde. Le 18 juin, on aura un député. Le 18 juin, on aura un député, ce sera Florence Legrand, je n'en doute pas, parce que je crois en la clairvoyance des Médocains qui ne laisseront pas échapper cette chance d'avoir quelqu'un de qualité qui, pour une fois, pourra s'atteler à la tâche. Il y a beaucoup à faire dans ce Médoc. Mais le 19 juin, si le 18 juin, c'est les forces de la droite et du centre et de CPNT qui porteront Florence, le 19 juin, elle sera le député de tout le monde parce que c'est sa conception. Elle ne laissera personne sur le bord de la route. Nous partageons les mêmes valeurs. C'est pour ça que j'ai accepté d'être son suppléant et c'est pour ça que je suis fier d'être son suppléant. Alors, il est de coutume de garder un petit temps d'échange avec la salle avant de boire un verre de l'amitié, puisque c'est une invitation à un apéro, hein, donc on n'oublie pas. Mais peut-être qu'avez-vous des questions à nous poser? Au sujet de l'emploi, oui. Mes enfants ont cherché, puisque bon, j'ai donné la propriété à mes enfants, oui. On a donné. Ils ont cherché pendant des mois des salariés. Mm-hmm. Et ça a été très long. Oui. Très long. Personne de qualifié, personne de motivé, avec des salaires prétendus. Ils voulaient gagner plus que mon fils, qui est chef de la société. Oui. Bon, c'est un peu ardu de trouver quelqu'un vraiment de qualifié maintenant. Vous parlez d'un recrutement à l'année, pas des saisonniers. C'est deux pas problématiques très différentes. Parce que même pour les saisonniers, oui, ça c'est je sais bien. Bon, mais les recrutements permanents, oui. Pour des permanents... Alors vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question... c'est-à-dire ceux qui cherchent du travail n'en trouvent pas, et puis ceux qui cherchent des employés, que ce soit dans le vin, mais c'est aussi vrai dans des filières industrielles ou même dans l'artisanat, il y a cette demande que j'entends, et on va agir en conséquence, de former sur place les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sens un mouvement, je rencontre de nombreux entrepreneurs, je rencontre des agriculteurs, je rencontre des industriels, je rencontre des viticulteurs, et effectivement, il y a cette demande absolue de pouvoir embaucher des personnes d'ici en les formant pour assurer une continuité, parce que déjà, lorsqu'un entrepreneur... Alors déjà, c'est le même constat pour tout le monde, on a du mal à trouver quelqu'un de qualifié sur notre propre territoire, alors qu'on est, vous pour le vin, on est dans le royaume du vin. Donc c'est un comble. L'élevage, alors là c'est pire. Voilà, donc en fait, dans tous les domaines qui sont notre force, on n'a pas réussi à mettre en place ces formations. Et sachez que ça sera parmi mes priorités. Évidemment que chacun puisse non seulement offrir des emplois, mais la capacité avec un système opérationnel et efficace de pouvoir former les personnes. Parce que déjà, on a besoin de personnes qualifiées de plus en plus. Aujourd'hui, c'est plus de l'improvisation de travailler. Donc, en l'occurrence, c'est de trouver les gens sur place et de les former. Ça, c'est notre priorité. Et je pense que, de toute façon, au niveau national, on sera aidé par toutes les mesures qui seront prises en matière d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, les mesures qui existent ne permettent pas de les mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, c'est lever les blocages et faire en sorte que, lorsqu'on investit dans la formation d'un salarié, celui-ci puisse nous accompagner longtemps. Je voulais peut-être
Non, sur l'information, on est dans l'accord total. C'est vrai que c'est même le fondement de mon engagement, j'ai envie de dire, parce qu'à côté de ça, on a des médocains qui viennent me dire « Ah, je suis tellement désolée, mes enfants, ils doivent partir pour trouver du travail. » Donc, il arrive un moment, il va bien falloir trouver de manière globale une réponse à cette question. Les médocains qui se désolent de devoir partir pour trouver du travail, ou qui se désolent parce que leurs enfants ne peuvent pas rester là où ils aimeraient vivre dans leur bassin de vie familial, amical, pour aller chercher du travail ailleurs. Et d'un autre côté, effectivement, tous ces employeurs qui sont prêts à le faire, alors soit ils sont écrasés par les charges et les normes, ça c'est la plainte généralisée, mais vous avez raison de rappeler que la dimension de la formation, et comme mon engagement c'est pour les jeunes, comptez sur moi pour y travailler. En élevage, on est obligé d'embaucher un argentin. Ah oui, oui. Et passionné de chevaux, oui. Ben, il a dit ben, je vais m'y mettre aux vaches. Et bien il va devenir médocain. On va la chercher. Mais on a mis 5 mois pour trouver. Et oui, je comprends la difficulté. Je comprends la difficulté et il faut impérativement y remédier. Parce on a balayé toute la France, on a lancé des messages partout. Oui. Alors, ça m'amène à évoquer un autre sujet pour moi très important, c'est que il y a plein de régions de France qui sont connues, la Bretagne, l'Alsace, le Pays Basque, la Corse, le Perche, etc. Le Médoc est connu pour son vin quand on est spécialiste du vin, parce qu'aujourd'hui, dans une carte, mis à part au Médoc, quand vous avez un Saint-Julien ou un Saint-Estèphe ou même un Pauillac, c'est pas écrit vin du Médoc, c'est marqué vin de Bordeaux. On a du Margaux, et je peux vous dire, quand je faisais des salons, oui. On cherche le vin de Bordeaux. Oui, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, l'appellation Médoc, mis à part quelques connaisseurs, on ne sait plus à quoi ça correspond. Lorsque je me suis présentée dans un séminaire à Sciences Po il y a quelques mois en disant que je voulais travailler au développement du Médoc, on m'a répondu « c'est quoi comme entreprise ?» Alors là, je vais vous dire, ça m'a fait un électrochoc. Parce que le Médoc, c'est certes ce vin magnifique, mais ça n'est pas que le vin. Enfin, je veux dire, on a un territoire exceptionnel, on a une histoire, on a un patrimoine, on a des lacs, on a des forêts, on a de l'agriculture, comme vous le disiez, on a la rivière, on a l'océan, on a des industries, enfin, on avait, et d'autres reviennent avec la filière composite. Donc, et puis surtout, on a des hommes extraordinaires. Ça fait des siècles que les Médocains se retressent les manches pour faire valoriser leur territoire. Ça a commencé par les Hollandais qui sont venus nous aider à construire les maths pour gagner des kilomètres sur la rivière. Il y a eu la plantation des pins pour assainir les marais. Après, il y a eu la plantation des vignes. Donc, en fait, les Médocains, depuis des siècles, sont là pour valoriser leur territoire. Et moi, je veux réveiller cette culture médocaine, que chacun se prenne son destin en main pour valoriser son territoire, dans quelques domaines qu'il intervienne, que ce soit le vin, la sylviculture, l'agriculture, le tourisme, les matériaux composites et autres, j'en oublie, parce qu'en fait, je rencontre plein d'entrepreneurs qui veulent se lancer et qui manquent d'aide et de soutien pour un peu développer l'économie de notre territoire. C'est les freins qu'il faut enlever. C'est les freins qu'il faut enlever, hein. Bah oui. Les freins, les taxes, les charges. Les gens sont prêts à partir quelque part. Pas forcément les charges. Alors qu'est-ce qui vous paraît comme les freins? Vous voulez prendre un apprenti, à 18 ans, il n'a pas le droit de monter à l'échelle. Ah oui. Ça, c'est les normes. Ça, sur le Le frein, il est là. Pour moi, le frein, il est là. Il est partout, le frein. C'est toute une réglementation qui est à revoir. Oui. Mais en tout. Mais en tout. Ah oui, absolument. Oui. Comme dit, simplification, mais aussi revoir, il faut libérer les énergies pour laisser les Français faire ce qu'ils ont envie de faire pour on baisse les bras et puis terminer, c'est pas la peine, c'est plus la peine. Oui. Et puis l'administration, elle est derrière. C'est des aberrations. Moi, j'ai une question, par exemple. Pour la plupart des viticulteurs, ils ont une obligation de faire ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune. C'est vraiment une grosse charge administrative pour eux. Ça les embarrasse énormément, ils doivent le savoir. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire en matière de simplification administrative sur la politique agricole commune? Alors le programme de la droite et du centre là-dessus est parfaitement clair, c'est supprimer toutes les normes, qui ont été prises en France au-delà de celles qui sont exigées par les normes européennes. Je crois que c'est déjà le premier coup de rabot qui permettra de simplifier les choses.
parce que, en fait, il y a une surinterprétation dans de très nombreux domaines des normes européennes. Moi, je sais, pour avoir travaillé dans certains domaines, qu'il y a d'autres pays européens qui, lorsqu'une norme européenne ne les arrange pas tellement au regard du bénéfice et des intérêts du territoire, eh bien, les laissent un peu sous le coude pendant quelques années, et tant pis si Bruxelles brandit la menace en disant vous tardez à mettre en œuvre, mais ils se rendent compte que c'est pas au bénéfice de leur pays, donc ils freinent. En France, il y a une norme, tout de suite, tous les fonctionnaires zélés y vont, et ils en rajoutent. Donc en fait, dans le programme de la droite et du centre, c'est très clairement identifié que, notamment pour tout ce qui est agriculture, on enlèvera toutes les normes qui ont été rajoutées à celles qui sont imposées par Bruxelles. Et déjà ça va être un coup d'oxygène, mais pour le coup, c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai dans de très nombreux autres domaines. Il faut cesser de surinterpréter ce qui est attendu par Bruxelles. Et puis surtout faire pour l'intérêt des Français, quoi. Il arrive un moment, il faut quand même raison garder. Juste pour illustrer ce propos, sur la commune du Pian, nous avions de l'eau qui est, comme je dirais, un certain nombre de communes du Médoc, très chargée en fluor. Alors, vous savez que le fluor, c'est un complément qu'on donne aux petits enfants, petits bébés, pour que, dès le jeune âge, on puisse leur consolider. Les enfants du Pian, de Mâcon, du Don, enfin de toute la voie estuarienne, n'avaient pas besoin d'avoir ces prescriptions parce que, naturellement, le fluor se trouvait dans l'eau. Alors, c'est pas nocif. Le seul danger qu'il pouvait y avoir s'appelle la fluorose dentaire, c'est-à-dire avoir une tache blanche lorsque on est à l'adolescence, et nous n'avions pas connu le moindre cas, que je sache, se porter à notre connaissance, depuis 30 ou 40 ans. Depuis des décennies, les Médocains boivent la même eau, la consomment, se portent bien. Et une directive a mis la norme de fluor à 0,15 mg par litre. Manque de peau, les communes se trouvaient entre 0,17 ou 0,2 g. Et alors là, l'administration française nous a sommé de trouver une solution pour distribuer de l'eau conforme à la réglementation. Mais je vais vous dire, rien que pour une commune comme le Pian, coût des travaux, 2,5 millions d'euros. C'est quand même... Pour 3 dixièmes de milligramme. On aurait peut-être pu mettre cet argent ailleurs. Et quand je pense les incidences, les dégâts collatéraux, ça veut dire que nous n'avions pas d'autre solution que d'aller chercher l'eau de la métropole. Quand on sait que la métropole, elle aussi, va être en déficit dans quelques temps, et qu'elle aura besoin d'aller faire dans des champs captants certaines choses, et que nos sylviculteurs, je les comprends, tant qu'ils n'ont pas des résultats, je dirais, scientifiques probants, s'interrogent et se posent des questions. Voilà un petit peu toute la chaîne que des directives appliquées, je dirais, avec zèle, Oui. nous amènent à des dépenses inconsidérées. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. D'autres questions? On va peut-être voir autour d'un On va continuer Alors, autour je d'un vais verre. juste faire quelques annonces avant de boire un verre et de continuer ces échanges autour d'un verre de l'amitié, puisqu'il s'agit d'un apéro politique. Je voulais vous signaler que demain, nous serons à Lacado, où se tient une réunion au golf de Lacado, pardon, au Lardilouze, avec une porte-parole de la société civile de François Fillon, où là nous redévelopperons très largement les questions économiques et sociales du programme de la droite et du centre, donc demain le 14 avril à 18h30 à Lacano. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est vous inviter. Alors évidemment, c'est plus moi que Mâcon. Nous organisons une réunion publique le 20 avril, c'est-à-dire jeudi prochain, exactement dans une semaine, au Verdon, voilà, un coup dans le sud, un coup dans le nord, où nous évoquerons toute une série de sujets comme aujourd'hui qui concernent notre territoire, et notamment au Verdon, il y a le fameux port du Verdon. Mais surtout, nous avons
un invité de marque, en la personne de Eddy Pujalon, qui est le président du parti CPNT, également conseiller régional, et qui sera là pour nous développer tous les avantages du programme de la droite et du centre qui concerne la chasse, et surtout il expliquera pourquoi dans ce domaine-là le programme des autres candidats vont conduire à vraiment des obstacles à tous ceux qui aiment la chasse. Donc je vous invite à réserver vraiment votre soirée du 20, ça sera à 19h30 au Verdon, dans une salle, je mettrai sur les réseaux sociaux l'adresse exacte, mais où avec la présence amicale et militante d'Eddy Pujalon, nous allons pouvoir débattre de très nombreux sujets qui concernent tout le Médoc, mais qui concernent aussi tout particulièrement la chasse. Voilà. Et puis, petit café politique à Valérap le lendemain 21 avril, mais surtout mobilisons-nous pour cette réunion publique autour de la chasse avec Eddy Pujalon le jeudi 20 avril au Verdon. Voilà. Merci à vous.